La République de Platon, livre 5e, suite. Mais que dire de ce qui touche à la guerre? Comment tes soldats se conduiront-ils entre eux et à l'égard de l'ennemi? Crois-tu que mon opinion là-dessus soit juste ou non? Expose-la. Un soldat qui aura quitté son poste, jeté ses armes ou commis quelque action semblable par lâcheté, ne doit-il pas être relégué parmi les artisans ou les laboureurs? Si, très certainement. Et celui qui aura été pris vivant par l'ennemi, ne le laissera-t-on pas en présence à ceux qui l'auront pris pour qu'ils fassent de leur capture ce qu'ils voudront? Si. Quant à celui qui se sera distingué par sa belle conduite, ne convient-il pas en premier lieu que sur le champ de bataille, les jeunes gens et les enfants ayant suivi l'expédition viennent chacun à son tour le couronner? N'es-tu pas de cet avis? Si. Et lui donner la main? Je suis aussi de cet avis. Mais ceci, j'imagine, n'aura pas ton approbation. Quoi? Que chacun d'eux l'embrasse et en soit embrassé. Plus que toute autre chose, répondit-il, j'approuve cela. J'ajoute même à ce règlement que pendant la durée de l'expédition, il ne sera permis à aucun de ceux qu'il voudrait embrasser de s'y refuser, afin que le guerrier qui aimait quelqu'un, homme ou femme, soit plus ardent à remporter le prix de la valeur. Bien, repris-je. D'ailleurs, nous avons déjà dit qu'on ménagerait aux citoyens d'élite des unions plus nombreuses qu'aux autres, et que pour les mariages, le choix se porterait plus souvent sur eux que sur les autres, afin que leur race se multiplie autant que possible. Nous l'avons dit en effet. Selon Homère, il est également juste d'honorer les jeunes gens qui se distinguent par des faveurs de ce genre-ci. Homère, en effet, raconte qu'Ajax s'étant signalé dans un combat, on l'honora en lui servant le dos entier d'une victime, et par là il entend que cette récompense convenait bien à un guerrier jeune et vaillant, étant à la fois pour lui une distinction et un moyen d'accroître ses forces. Parfaitement. Nous suivrons donc sur ce point l'autorité d'Homère. Dans les sacrifices et dans toutes les solennités semblables, nous honorerons les braves selon leur mérite, non seulement par des hymnes et par les distinctions dont nous venons de parler, mais encore par des sièges réservés, par des viandes et par des coupes pleines, afin de les former hommes et femmes, tout en les honorant. Très bien. Pour ce qui est des guerriers morts dans l'expédition, ne dirons-nous pas de celui qui aura trouvé une fin glorieuse qu'il appartient à la race d'or? Nous le dirons sans aucun doute. Ensuite, ne croirons-nous pas avec Hésiode qu'après leur trépas, les hommes de cette race deviennent des génies purs et bons résidant sur la terre, qui préservent du mal et gardent les mortels? Si, nous le croirons. Nous consulterons le Dieu sur la sépulture qu'il faut donner à ces hommes merveilleux et divins, et sur les marques d'honneur qui leur sont dues, puis nous procéderons aux funérailles de la manière qui nous sera indiquée. Assurément. Dès lors, comme s'ils étaient des génies, leurs tombeaux seront l'objet de notre culte et de notre vénération. Nous décernerons les mêmes honneurs à ceux morts de vieillesse ou de quelque autre manière, en qui l'on aura reconnu, pendant leur vie, un mérite éminent. C'est juste. Maintenant, comment nos soldats se conduiront-ils à l'égard de l'ennemi? En quoi? Premièrement, en ce qui concerne l'esclavage. Estimes-tu juste que des cités grecques asservissent des Grecs, ou bien faut-il qu'elles le défendent aux autres, dans la mesure du possible, et que les Grecs s'habituent à ménager la race grecque par crainte de tomber dans la servitude des barbares? En tout et pour tout, répondit-il, il importe que les Grecs en usent entre eux avec ménagement. Il importe donc qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes des esclaves grecs, et qu'ils conseillent aux autres Grecs de suivre leur exemple. Parfaitement. Ainsi, ils tourneront davantage leurs forces contre les barbares et s'abstiendront de les tourner contre eux-mêmes. Mais quoi? Enlever aux morts d'autres dépouilles que leurs armes après la victoire, est-ce bellement se comporter? Cela ne donne-t-il point aux lâches le prétexte, pour ne pas aller au fort du combat, d'accomplir une besogne nécessaire en restant penchés sur les cadavres? La pratique de telles rapines n'a-t-elle point déjà perdu bien des armées? Si.
N'y a-t-il pas bassesse et cupidité à dépouiller un cadavre? N'est-ce pas le signe d'un esprit de femme et mesquin que de traiter en ennemi le corps d'un adversaire quand ce dernier est mort et s'est envolé, ne laissant que l'instrument dont il se servait pour combattre? Crois-tu que la conduite de ceux qui agissent ainsi diffère de celle des chiennes qui mordent la pierre qu'on leur jette et ne font aucun mal à celui qui l'a jetée? Elle n'en diffère nullement, dit-il. Il faut donc cesser de dépouiller les cadavres et d'interdire à l'ennemi de les enlever. Oui, par Zeus, il faut cesser. Nous ne porterons pas non plus dans les temples, surtout pour les y consacrer aux dieux, les armes des vaincus, surtout celles des Grecs, pour peu que nous soyons jaloux de la bienveillance de nos compatriotes. Nous craindrons plutôt de souiller les temples en y apportant les dépouilles de nos proches, à moins que le Dieu ne le veuille autrement. Très bien. Passons maintenant à la dévastation du territoire grec et à l'incendie des maisons. Comment se conduiront tes soldats à l'égard de l'ennemi? J'aurai plaisir à entendre ton opinion là-dessus. Eh bien, je crois qu'on ne doit ni dévaster ni incendier, mais enlever seulement la récolte de l'année. Veux-tu que je te dise pour quelle raison? Oui. Il me semble donc que si guerre et discorde sont deux noms différents, ils désignent deux choses réellement différentes et s'appliquent aux divisions qui surviennent en deux objets. Or je dis que le premier de ces objets est ce qui appartient à la famille ou lui est apparenté, et le second ce qui appartient à autrui ou est étranger à la famille. Ainsi, le nom de discorde s'applique à l'inimitié entre parents, et celui de guerre à l'inimitié entre étrangers. Tu ne dis rien que de fort juste. Voici ce que je vais dire l'est aussi. Je prétends en effet que les Grecs appartiennent à une même famille et sont parents entre eux, et que les barbares appartiennent à une famille différente et étrangère. Bien, approuva-t-il. Par la suite, lorsque les Grecs combattent les barbares et les barbares les Grecs, nous dirons qu'ils guerroient, qu'ils sont ennemis par nature, et nous appellerons guerre leur inimitié. Mais s'il arrive quelque chose de semblable entre Grecs, nous dirons qu'ils sont amis par nature, mais qu'en de tels moments la Grèce est malade, en état de sédition, et nous donnerons à cette inimitié le nom de discorde. Je suis tout à fait de ton sentiment. Considère maintenant, repris-je, ce qui arrive quand un de ces troubles que l'on est convenu d'appeler sédition se produit et divise une cité. Si les citoyens de chaque faction ravagent les champs et brûlent les maisons des citoyens de la faction adverse, on estime que la sédition est funeste et que ni les uns ni les autres n'aiment leur patrie, car s'ils l'aimaient, ils n'oseraient pas déchirer ainsi leur nourrice et leur mère. Par contre, on estime raisonnable que les vainqueurs n'enlèvent que leur récolte aux vaincus, dans la pensée qu'ils se réconcilieront un jour entre eux, un jour avec eux, et ne feront pas toujours la guerre. Cette pensée dénote un plus haut degré de civilisation que la pensée contraire. Mais quoi? N'est-ce pas un État grec que tu fondes? Si, il doit être grec. Ces citoyens seront par conséquent bons et civilisés au plus haut point. Mais n'aimeront-ils pas les Grecs? Ne les regarderont-ils pas? Ne regarderont-ils pas la Grèce comme leur patrie? N'assisteront-ils pas à de communes solennités religieuses? Sans doute. Ils regarderont donc leurs différends avec les Grecs comme une discorde entre parents, et ne leur donneront pas le nom de guerre. Parfaitement. Et dans ces différends, ils se conduiront comme devant un jour se réconcilier avec leurs adversaires. Certes, ils les ramèneront doucement à la raison et ne leur infligeront point comme châtiment l'esclavage et la ruine, étant des amis qui corrigent et non des ennemis. Oui. Grecs, ils ne ravageront pas la Grèce et ne brûleront pas les maisons. Ils ne regarderont pas comme des adversaires tous les habitants d'une cité, hommes et femmes, enfants, mais seulement ceux en petit nombre qui sont responsables du différend. En conséquence, et puisque la plupart des citoyens sont leurs amis, ils se refuseront à ravager leurs terres et à détruire leurs demeures. Enfin, ils ne feront durer le différend qu'autant que les coupables n'auront pas été contraints par les innocents qui souffrent à subir le châtiment mérité.
Je reconnais avec toi que nos citoyens doivent ainsi se comporter à l'égard de leurs adversaires et traiter les barbares comme les Grecs se traitent maintenant entre eux. Faisons donc aussi une loi interdisant aux gardiens de dévaster les terres et d'incendier les maisons. Oui, dit-il, et admettons qu'elle aura de bons effets comme les précédentes.